Il y a plus d'un siècle, le traité de Versailles, ou comment, durant les mois qui suivirent l'armistice du 11 novembre 1918, l'Américain Wilson, le Français Clemenceau et le Britannique Lloyd George ont cherché à bâtir une paix durable sur les ruines de la Grande Guerre. Les vaincus, à commencer par l'Allemagne, n'ayant quant à eux pas été conviés, comme vient de nous le rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Isabelle Gendre. Quoi qu'il en soit, ce traité de paix fut sans doute le plus décrié du siècle dernier, soupçonné d'avoir porté en lui l'essentiel des germes de la Seconde Guerre mondiale. Où en est-on aujourd'hui? Nous allons nous poser la question maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Stéphane Audouin-Rousseau. Bienvenue à vous, enchanté de vous accueillir. Vous êtes historien, directeur d'études émérite à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, bien entendu, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Vous êtes récemment l'auteur de La Grande Guerre peut-elle mourir? Essai sur le référent 14-18 en France, un ouvrage publié chez Odile Jacob, qu'on vous doit aussi plus en lien direct avec notre émission d'aujourd'hui, Sortir de la Grande Guerre, le monde de l'après-1918, coécrit cette fois avec Christophe Prochasson et publié chez Talandier. Marie-Bénédicte Vincent est également avec nous, bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté et spécialiste de l'Allemagne du 19e et du 20e siècle. Et puis enfin avec nous, Jean-Michel Gueux, bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1 en histoire contemporaine des relations internationales. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la paix du 19e et du 20e siècle. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de Gagner la paix 1914-1929. C'est un ouvrage toujours disponible aux éditions du Seuil. Stéphane Audouin-Rousseau, que n'a-t-on pas dit à propos de ce traité de Versailles, dont on nous a raconté l'histoire à travers évidemment le documentaire que nous venons de voir. Diktat du côté allemand, paix bâclée, et un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard aujourd'hui. Est-ce que les historiens, que vous êtes d'ailleurs tous les trois, portent le même regard aujourd'hui sur ce qu'a été ce traité de paix et ce qu'ont été ses conséquences? Il me semble que la vision a évolué dans le sens de l'indulgence. Je me souviens quand j'étais étudiant, vraiment le traité de Versailles, c'était vraiment un morceau de bravoure. Voilà, c'était le traité discrédité. On n'avait pas de critiques assez dures à formuler, nos enseignants d'ailleurs. Et au fond, on reprenait très largement le regard extrêmement sévère de beaucoup de contemporains, l'économiste Keynes, bien sûr, Jacques Bainville et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, évidemment, on se rend mieux compte que la suite, c'est-à-dire 20 ans plus tard, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, a provoqué une sorte de boucle de rétro-évaluation du traité de Versailles. On a évidemment, compte tenu du résultat 20 ans plus tard et compte tenu des ambitions qui étaient celles de l'année 19, évidemment, on constate un tel hiatus, une telle catastrophe, même que le traité s'en trouve discrédité. En fait, en historien, il me semble, je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, il faut revenir, on va voir, mais il faut revenir évidemment au moment présent. Qu'est-ce que les contemporains du conflit, notamment effectivement les trois principaux artisans du traité, après 4 ans et demi d'une guerre effroyable dont la trace, dont les passions, aurait dit Raymond Aron, sont encore très présentes en 1919, qu'est-ce que les contemporains pouvaient faire compte tenu de leurs moyens matériels, politiques, juridiques, moraux, psychologiques. Et à ce moment-là, si on part des acteurs sociaux eux-mêmes et non pas d'une vision rétrospective, puisqu'on connaît la suite, là, à mon avis, l'appréciation qu'on peut porter sur le traité de Versailles se fait assez différente. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que, du côté allemand, parce qu'évidemment c'est cette histoire que vous venez nous porter aujourd'hui dans cet échange, on a la même impression aujourd'hui avec le même recul? Les contemporains... À propos de ce fameux diktat, c'était le terme associé à ce traité du côté allemand. Bien sûr. Je pense qu'on le réinsère dans un contexte que les Allemands de l'époque qualifient d'effondrement, mais qui n'a pas seulement une connotation militaire, qui a aussi une connotation politique et au-delà sociale, puisque l'Allemagne change de régime, oui. L'Empire s'effondre, l'empereur abdique, et donc au moment où s'ouvre la conférence de la paix qu'on a bien vu dans le documentaire, l'Allemagne n'a pas encore de constitution. Et le traité de Versailles de juin 1919 précède
la nouvelle constitution qui est adoptée seulement en août 1919. Donc je pense qu'on voit beaucoup mieux aujourd'hui cette configuration très chaotique de genèse d'un nouveau régime dans lequel tous les repères habituels, politiques et même de la société sont en train d'être changés. En réalité, c'est la toute nouvelle démocratie allemande, la toute nouvelle République de Weimar, qui hérite de cette guerre, de ce traité, suite à une guerre déclenchée par Guillaume II. Tout à fait. Alors, la vision de Guillaume II, évidemment, dans l'après-guerre, est un peu paradoxale parce que pour les Allemands, il reste, on pourrait dire curieusement, associé à l'empereur de la paix. On voit plutôt en lui, il a eu un rôle secondaire durant le conflit parce que l'Allemagne était en réalité dirigée par les militaires. On a parlé de semi-dictature militaire à partir d'août 1916. Guillaume II était en retrait et il a pris contact avec... Il a voulu jouer un rôle vers une solution pacifique, il a pris contact avec le nonce, etc. Donc on le voit dans l'après-guerre, et il est célébré comme ça, il n'est plus sur le trône, comme un empereur de la paix. Donc il n'y a pas ce regard accusateur qu'on pourrait porter sur lui en tant qu'empereur de l'Allemagne qui déclare quand même la guerre le 1er août 1914 à la Russie. Alors j'ai lu quelque part, c'est une interview qui date un peu maintenant, c'était 2019 dans l'hebdomadaire Le Point, que vous faites partie de ceux qui disent oui, ce regard a changé par rapport à ce traité de paix. Il a surtout changé sous l'influence peut-être des anglo-saxons, de vos confrères historiens anglo-saxons. Expliquez-nous. Alors tout à fait, depuis une trentaine d'années, on a une vision qui a pas mal évolué, c'est-à-dire qu'on est parti effectivement au départ d'une idée d'une paix carthaginoise, d'une paix ratée qui était la responsable de tous les maux. Et puis finalement, grâce aussi à nos collègues anglophones, effectivement, il y a eu un peu une réappréciation du traité de Versailles. On l'a vu dans une manière, finalement, en replaçant dans son contexte, c'est-à-dire que les négociateurs de la paix avaient face à eux des défis immenses, des empires qui s'effondrent, une révolution qui menaçait l'Europe entière. Donc d'énormes défis. Et finalement, l'idée, c'est qu'on est arrivé à une paix qui était loin d'être parfaite, mais qui était peut-être le meilleur compromis possible, étant donné le contexte dans lequel se trouvaient les négociateurs de la paix qui avaient donc à gérer des dossiers énormes. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette paix, plus qu'on l'a dit, n'est pas une paix figée, c'est une paix largement évolutive, c'est-à-dire que c'est avec le même traité de Versailles qu'on va avoir une première phase dans les années 20, je dirais, de grandes tensions, de guerre froide, franco-allemand, etc. Et puis dans la seconde moitié des années 20, une période de détente. Mais on est toujours dans le même traité de Versailles, qui évolue, qui est dynamique. Et d'ailleurs, Clémenceau, en 1919, avait dit aux députés français, ce traité vaudra ce que vous vaudrez vous-même. Donc il y avait en quelque sorte un caractère très dynamique de cette paix. Et en gros, c'est pas parce qu'on a signé la paix en juin 1919 que la paix était faite. La paix, au contraire de la guerre, où il suffit de la déclarer pour être dans un état de guerre, il ne suffit pas de signer la paix pour être dans un état de paix. Donc c'est une longue construction et il faut vraiment toutes les années 20 pour arriver dans un processus... Parce que ce sont peut-être dans ces années 20, et surtout, vous l'avez dit, dans la deuxième partie de ces années 20, en France, c'est Aristide Briand, par exemple. Par exemple. Où il est vraiment question de pacifisme. Mais dans l'immédiate après-guerre, on n'en est sans doute pas tout à fait là. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ce documentaire aussi. Oui, je me demande, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et cette évolution du regard, d'origine anglo-saxonne, me paraît excellente. Néanmoins, il ne faut jamais pousser peut-être le bouchon trop loin. Si on reprend le côté allemand, puisque l'historien Gerd Krumach était dans ce documentaire, j'ai tellement travaillé avec lui, j'ai tellement entendu j'ai tellement entendu mettre en garde ses collègues français, en particulier sur l'humiliation qu'avait représenté le traité pour les Allemands. D'abord, l'humiliation du rituel. Tout est fait à partir du mois de mai et lors de la signature en juin pour humilier de manière, faut bien dire, effroyable les Allemands signataires et derrière eux, bien sûr, l'Allemagne. Et puis, il y a tout de même cette question essentielle, je trouve, de la responsabilité allemande de la guerre, avec évidemment tout ce qui est... Parce que ce traité fait porter l'entière responsabilité de cette guerre à l'Allemagne. Le fameux article 231 qui
j'ai souvent entendu Gerd Krummach en parler. Il dit voilà, qu'aucun Allemand, pratiquement, ne pouvait, même les Allemands les plus à gauche, les plus libéraux, les plus soucieux de réconciliation pacifique avec les alliés, donc français, allemands et britanniques en particulier, même eux ne pouvaient pas admettre, donc pouvaient accepter le traité, mais on ne pouvait pas admettre la manière dont la responsabilité allemande était soulignée par le traité, y compris sur le plan sémantique. On le voit bien, l'Allemagne reconnaît, etc., etc. C'est vraiment la dimension d'humiliation. Encore aujourd'hui, quand on lit le traité, quand on ouvre le traité aujourd'hui et qu'on lit les articles sur la responsabilité allemande, on est quand même impressionné par le poids le poids des haines de la guerre qui se font sentir dans le texte. Alors, juste pour étayer sans doute ce qui vient d'être dit à l'instant, on va voir juste un tout petit extrait du documentaire sur la manière dont a été reçu ce traité en Allemagne. Dès les conditions connues, à Berlin, c'est l'indignation. La façon dont a été traitée la délégation allemande est jugée inacceptable. On se sent trahi par Wilson, qui avait promis une paix digne et juste. Si il n'avait pas dit « avec moi, tout sera différent » et que le résultat finalement n'était pas différent, il a créé une telle illusion qu'il a créé un désir de revanche qui a été entretenu par les militaires allemands qui cachaient à leur peuple que c'est eux qui avaient demandé l'armistice et pas le pouvoir civil. Alors au moment de cet extrait, le traité n'est pas encore signé. C'est une première version qu'on transmet à Berlin. Qu'avez-vous à répondre à ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'Allemagne et la perception de ce traité, la dureté de ce traité finalement vis-à-vis du vaincu qu'était l'Allemagne? Je suis évidemment tout à fait d'accord. Je voudrais juste apporter une précision. Le traité a été transmis en français aux Allemands qui ont dû le traduire très vite, en une nuit, pour certains articles. Et l'article 231, dans sa traduction allemande, surdétermine la notion de responsabilité. Le mot allemand qui est employé fait de l'Allemagne l'instigateur originel de la guerre, ce qui est un petit peu différent en allemand. Et c'est cela que les Allemands récusent aussi. Donc il y a aussi ce jeu des traductions. Aujourd'hui, on fait beaucoup une analyse sémantique dans l'histoire des relations internationales. On voit le poids des mots et le poids des représentations associées aux termes et ce que les traductions aussi chargent comme nouveau sens et pas forcément souhaité au départ. Donc tout ça, c'est évidemment la recherche actuelle qui met l'accent sur ces éléments. Et sur la réception tout à fait consensuelle de rejet du traité de Versailles qui était abordé par Stéphane Audouin-Rousseau, on a dit que le traité de Versailles, c'était un lieu de mémoire négatif de la nation allemande. Ça veut dire que dans ce traité, tous les courants politiques, pratiquement sans exception, communient dans le rejet, ce qui crée la nation aussi. Ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on dit lieu de mémoire, on voit des choses positives. Et en Allemagne, c'est un lieu de mémoire négatif. Ce qui fait qu'il ne faudrait pas croire que c'est l'extrême droite qui a l'apanage du rejet. C'est toute la société et tous les courants politiques, y compris la gauche et la gauche social-démocrate, qui rejettent ce traité de Versailles. Et on comprend mieux ainsi comment Hitler peut utiliser cet argument de manière très efficace, parce qu'il n'est pas limité à un courant extrémiste. Et ce traité fera sauter un gouvernement, d'ailleurs, en Allemagne. C'est tout à fait, oui. Le juste avant la signature de juin 1919. On va évoquer le cas de Wilson tout à l'heure. Si ce traité est aussi dur, c'est sans doute peut-être, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, dû à la position française, à la position de Georges Clemenceau. Parce que physiquement, sur le terrain, évidemment, cette frontière entre la France et l'Allemagne est là. Tout le monde n'avait pas le même intérêt à voir payer l'Allemagne, mais celui qui voulait faire payer l'Allemagne absolument, c'était Clemenceau, en l'occurrence, c'était le représentant français. Alors, c'est vrai que pour la France, il y a une nécessité de faire payer l'Allemagne parce que la guerre a coûté horriblement cher. C'est-à-dire que notamment, la France a financé la guerre, non pas par l'effort d'imposition qui aurait reposé sur les Français, mais par l'emprunt, et notamment l'emprunt auprès de nos alliés, notamment la France a une énorme dette vis-à-vis des Anglais et des Américains. Et des États-Unis, oui. Exactement, et ce qui va empoisonner en grande partie les relations internationales d'entre-deux-guerres, les Français n'admettant pas qu'ils puissent renoncer à leurs créances sur l'Allemagne, puisque les Américains ou les Anglais ne renoncent pas à leurs créances sur les Français. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voulais revenir aussi sur l'origine, finalement, de cet article 231. C'est vrai que les Allemands l'ont interprété
comme on avait voulu montrer leur responsabilité morale, leur culpabilité morale. En réalité, l'origine de cet article, c'est plutôt de fonder les réparations en montrant la responsabilité juridique de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a détruit les possessions françaises, eh bien il est normal qu'elle répare. Et donc ça, c'est vrai que ça naît un peu autour d'une mauvaise compréhension de cet article 131. Bon, évidemment que dans l'esprit français de 1919, très clairement, les Français voient les Allemands comme les principaux responsables de la guerre, mais cet article 231 était vraiment fait pour poser la responsabilité juridique de l'Allemagne qui permettrait de justifier les réparations. Alors les fameuses réparations, hein, c'est 132 milliards de marques or. Bon, il y a en euros, en 2014, c'était évalué à 1420 milliards d'euros. Hein, pour que ceux qui nous regardent représentent un petit peu la somme qui a été demandée, en l'occurrence, à l'Allemagne. Je crois qu'il n'y a pas... vous avez raison, bien sûr, sur le plan juridique, c'est aussi l'argumentaire de Renouvin, évidemment, sur le fait qu'il fallait cet article 231 pour qu'on puisse faire payer l'Allemagne. Sinon, on manquait de l'outil juridique à cette époque. Le droit n'était pas exactement le même. Le droit de la responsabilité n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il manquait l'outil juridique pour fonder ensuite les réparations. Néanmoins, je crois qu'il y a aussi une dimension morale, et on le voit en particulier si on fait un peu d'anthropologie de la cérémonie du 28 juin. Qu'est-ce que fait Clémenceau? Il faut faire payer, bien sûr, mais il faut faire payer moralement, symboliquement. Il fait disposer, juste tout près du bureau où les plénipotentiaires vont signer, il fait disposer 5 gueules cassées de la Grande Guerre. Des gueules cassées dans un état effroyable, tous décorés de la médaille militaire, et il les fait placer là pour que quand les plénipotentiaires allemands arrivent, ils passent devant eux et leur tournent le dos, et ces grands blessés français sont là en reproche vivant de la guerre. Voilà, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez ainsi détruit, non pas 5 seulement, mais en fait, évidemment, des milliers, des centaines de milliers de corps et de visages. Et donc, cette dimension morale, visuelle, les contemporains la perçoivent. Et donc, le traité n'épuise pas, en quelque sorte. Le texte du traité n'épuise pas le traité. Il y a tout il y a tout le rituel qui va autour, tout ce qui est dit autour, tout ce qui est montré, tout ce qui est organisé. Et là, l'humiliation allemande est évidente. Elle est évidente. Oui, les études visuelles sur l'entre-deux-guerres montrent que la représentation des soldats en Allemagne est une représentation de soldats, non pas de gueule cassée justement, mais de soldats héroïques, de soldats vainqueurs. Et donc, il y a aussi cette représentation du soldat allemand comme non vaincu. Il faut bien dire aussi que les Allemands avaient 2 fronts et qu'en 1918, l'Allemagne a signé une paix avec la Russie, qui était la paix de Brest-Litovsk, très avantageuse pour l'Allemagne. L'Allemagne avait les possessions allemandes, selon cette paix, allaient jusqu'en Ukraine. Elle sort victorieuse sur le front Est. Exactement. En 17. Et donc il y a cette représentation de l'armée allemande victorieuse. Et donc il y a ce choc frontal des représentations, et notamment dans la manière dont on va ensuite dessiner, peindre, sculpter le soldat de 14-18. Le soldat mutilé n'est pas une représentation fréquente en Allemagne, elle est même très rare. Il n'a pas de statue. Il n'a pas de statue, et il n'y aura d'ailleurs pas de monument finalement national aux soldats morts avant 1931, ce qui dit beaucoup sur la manière dont on se représente les morts et puis les soldats de l'armée en Allemagne. Ouais. On va voir un deuxième extrait du film. Il est question de Wilson. C'est une star au début de cette conférence de la paix qui va donner lieu au traité de Versailles. Regardez. Wilson est le seul président des États-Unis qui vient s'installer 6 mois à l'étranger. Il habite 6 mois à Paris. On appelle sa maison la Maison Blanche temporaire. Quand il arrive en France, il n'y a jamais eu personne accueilli comme ça. En Italie, toutes les femmes, les hommes ont des cierges. Aucun homme d'État dans toute l'histoire du monde n'a été reçu dans le monde, dans les jours qui ont suivi l'armistice, comme Wilson est reçu. Et donc ça lui monte un peu à la tête. Wilson,
reçu avec les plus grands honneurs qui soient, donc en décembre 1918 à Paris. Il défile sur les Champs-Élysées, il reste 6 mois, ce qui vient d'être dit par Patrick Weil. Et il avait en tête un plan en 14 points, son fameux plan en 14 points, qu'il présentera d'ailleurs au Congrès américain au début de l'année 1918, alors même que le conflit n'était pas fini, évidemment. Est-ce que ça aura été une grande désillusion, 6 mois plus tard, ce président américain, à l'issue de la signature de ce traité de paix? C'est vrai qu'autour de Wilson, il y a des espoirs immenses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans Wilson est accueilli comme une star. À Paris, mais aussi à Brest quand il arrive, mais aussi en Grande-Bretagne à Londres, mais aussi en Italie. C'est-à-dire qu'en fait, Wilson incarne la figure de la paix, parce que finalement, je dirais ceux qui étaient aux commandes pendant la guerre, à commencer par Clémenceau, il incarne la guerre, il n'incarne pas la paix. Et donc, Wilson incarne la paix. C'est le nouveau monde, il n'incarne pas non plus les empires. Exactement. Et on ne sait pas exactement quelle paix veut Wilson. Il y a effectivement ces 14 points qui, par bien des aspects, rassurent les Français parce que notamment on y dit expressément qu'il s'agira de réintégrer l'Alsace et la Lorraine à l'espace français. Mais pour le reste, Wilson parle d'une société-nation. Et d'ailleurs, c'est la raison principale qui motive la venue de Wilson, c'est qu'il veut faire une paix qui impose aux Européens de nouvelles règles dans la diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a la conscience chez Wilson que les Européens pratiquent la vieille diplomatie de chancellerie, diplomatie secrète. Lui, il veut une new diplomatie, une nouvelle diplomatie qui repose notamment sur une diplomatie publique. Et il vient imposer cette idée-là. Et d'ailleurs, à la conférence de la paix, le premier sujet qui est traité, c'est la question de la Société des Nations. Et Wilson, lui-même président des États-Unis d'Amérique, préside la commission technique qui est là pour élaborer le pacte de la Société des Nations. Et ce pacte se trouve dans les premiers articles de tous les traités de paix qui sont signés en 1919-1920. Donc Wilson est tout à fait convaincu que la paix qui va être faite va être une paix qui ne sera pas parfaite et il faut un instrument pour achever la paix. Et c'est son idée. Et c'est ça qu'il veut imposer aux dirigeants européens, dont il sait qu'ils ne sont pas des grands amoureux de la Société des Nations, qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et il veut imposer cette idée-là pour faire une paix qu'il espère durable. Est-ce qu'on pourrait pas aller un pas plus loin, c'est-à-dire non seulement durable, mais si possible définitive? Oui. C'est une Parce idée, que ça devait être la der des der, oui, une idée immense qui a été portée évidemment par les opinions et les combattants évidemment des pays européens pendant la période de guerre. Et cette idée, au fond, de cette démocratie internationale, au fond, qu'est la SDN, comme outil d'une paix définitive, c'est-à-dire d'éradication de la guerre, ce qui était un vieux rêve des pacifistes occidentaux depuis le 19e siècle, voire du 18e siècle. L'éradication de la guerre comme moyen de résoudre les contradictions entre les États. C'est un projet immense. Évidemment, après coup, et compte tenu de la suite que nous connaissons, nous nous doutons bien que ce projet n'était pas réalisable. Finalement, le bilan Wilson, la SDN, ça ne sera pas acté par le Congrès américain. Les vaincus de cette guerre ne participent pas. Par ailleurs, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une belle idée aussi avancée par Wilson, idée majeure dans ces 14 points. Mais à cause de cela, on a tout de même le morcellement de l'Europe centrale. Voilà. À l'issue de ce traité. On a concédé des dérogations à ce principe. L'Europe centrale, alors ça vaut pour la naissance de la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, l'éclatement de cet empire austro-hongrois, la Pologne, bien entendu. Et puis il a concédé des dérogations à ce fameux principe. Et alors là, on parle des Allemands des Sudètes, en Tchécoslovaquie, des Hongrois de Transylvanie en Roumanie, du Corélor de Danzig. Tout cela, ça a été, évidemment, ça fait l'objet ensuite... Ça fait l'objet d'un révisionnisme. Important. Qui va être fondé, paradoxalement, sur les principes de Wilson lui-même. C'est-à-dire que les Allemands disent, au fond, les principes de Wilson, si on les suit, justifient une révision des traités de paix. Donc c'est une argumentation, évidemment, biaisée. Mais c'est vrai que le traité de Versailles, finalement, en... transposant les frontières allemandes, puisqu'il faut recréer la Pologne, crée de fait les conditions de son rejet. Parce que pour les Allemands, la Pologne qui est ainsi recréée se fait au détriment de terres jugées allemandes. L'Allemagne perd, je crois, 15% de sa population à l'issue de ce traité. Oui, et 15% de sa superficie, 10% de sa population, je crois. Et ça posera problème tout de même, Ça nourrit un révisionnisme transversal, en fait, et durable, parce que ces minorités allemandes vont
évidemment être considérés comme devant naturellement être réintégrés dans un empire, un Reich, qui est bizarrement le nom que continue de porter la République. Ouais. Et c'est vrai que c'est un argument qui va nourrir aussi les revendications hitlériennes. Ouais. Au fond, oui, c'est tragique, parce que des empires multinationaux, effectivement assez dysfonctionnels, sont remplacés par des États-nations dans lesquels sont des minorités, hein, évidemment, vont nourrir toutes les revendications irrédentistes de l'intérieur ou de l'extérieur. Et donc, finalement, un problème a été remplacé par un autre plutôt plus aigu, hein, que le précédent. Pour prendre un exemple, la ville de Danzig, qui est presque l'origine, on pourrait dire, de la Seconde Guerre mondiale, c'est une ville allemande, en fait, Danzig. C'est-à-dire que la majorité de la population est allemande, mais c'est une ville qui, à la suite du traité de Versailles, devient une ville libre, hein, puisqu'il faut que la Pologne ait l'accès à la mer. Ce qui donnera accès à la mer, à la Pologne. Et voilà, et ça sépare le territoire allemand en deux. Donc ça crée, de fait, un problème ne serait-ce que matériel de communication entre les parties du Reich, entre la Prusse orientale et puis le reste du Reich. Et donc, ça nourrit forcément de la contestation. On a souvent reproché à ce traité de porter en lui les germes du fascisme. Alors, on pense à l'Italie, évidemment. Hein. Le fascisme arrive en 1922 en Italie. Et bien évidemment, on l'a évoqué, du nazisme en Allemagne au début des années 30. Là aussi, les choses ont évolué. Y a-t-il aujourd'hui bel et bien un consensus pour dire non, ça ne portait pas les germes du nazisme, notamment en Allemagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous faites partie de ce consensus? Et ce qui vaut pour l'Allemagne, vaut-il pour le fascisme italien? Je vous laisse répondre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est les résultats électoraux du parti nazi. Tant qu'on est dans les années 20, le parti national-socialiste a des résultats quand même qui sont très faibles. Et puis, il y a la crise qui se déclenche à l'automne 1929. L'Allemagne est un des pays les plus rapidement touchés et ça crée massivement, dès l'automne 1930, il y a 107 députés nazis qui sont élus au Reichstag. À un moment où Aristide Briand propose un projet dont on parle dans le documentaire d'États-Unis d'Europe. Autrement dit, pour vous, c'est clair, c'est plutôt cette crise et les conséquences de la crise de 29 qui ont provoqué la montée du nazisme en Allemagne, plutôt que ce fameux traité de Versailles. Exactement. C'est-à-dire que ce traité de Versailles était en fait un instrument juridique qui pouvait être révisé d'ailleurs, hein, et sur bien des aspects, finalement, on l'a révisé. Par exemple, si on parle de l'occupation de la Rhénanie qui était prévue jusqu'en 1935, par le jeu de la détente et des négociations entre les Alliés et les Allemands, l'évacuation de la Rhénanie est décidée dès 1929 et elle est réalisée en 1930. Et est-ce que ce traité de Versailles porte aussi la responsabilité, ou une partie de la responsabilité, de l'arrivée du fascisme en Italie, avec bien sûr Benito évidemment, Mussolini. En Italie, il y a cette idée de la victoire mutilée, qui certes favorise le fascisme italien. Mais ce qu'il faut penser, c'est que l'Europe était possible aussi avec des régimes qui n'étaient pas tous démocratiques. La Société des Nations fonctionne aussi avec Mussolini et avec des régimes qui ne sont pas tous démocratiques. Même si la paix a essayé de faire une Europe démocratique, mais très clairement, le fait qu'un État n'était pas démocratique n'empêche pas de construire des relations pacifiques. Oui, dans ce qui nourrit aussi le fascisme et ce qui nourrit le nazisme, il y a une composante qu'on n'évoque pas assez parce qu'il faut balancer tous les facteurs, c'est l'anticommunisme. Hein. L'anticommunisme qui est présent. Parce la peur du rouge. Exactement, et qui, d'ailleurs, dès l'époque du traité de Versailles, avec les craintes d'une révolution mondiale, etc. Et donc, ce facteur-là est très présent encore pour expliquer aussi la polarisation aussi du champ politique en Allemagne au début des années 30, et pour expliquer aussi le ralliement à Hitler d'un certain nombre de conservateurs ou de libéraux qui peut-être sans cette peur, n'auraient pas voté ainsi. Enfin, il y a plusieurs éléments. Il y a le référent d'Hitler à ce traité, le réarmement de l'Allemagne, etc., tout ce qui suivra, et remettra en cause ce qui avait été conclu par ce fameux traité, ça a été un élément de propagande essentiel tout de même du côté nazi. Oui, parce que Hitler, du point de vue même biographique, il ne faut jamais oublier qu'il vient de la Haute-Autriche, il vient d'Autriche, donc pour lui, ce qui est interdit par le traité de Versailles et d'ailleurs par le traité de Saint-Germain de septembre 1919 qui règle le cas de l'Autriche, c'est l'Anschluss, la réunion du peuple allemand, autrichien et allemand, on va dire, d'origine. Et donc, par sa biographie même, Hitler qui vient d'Autriche et qui arrive en Allemagne et qui n'a pas encore la nationalité allemande, il ne faut quand même jamais l'oublier, il est pétri de cette revendication, on pourrait dire pan-germaniste, oui.
Je trouve tout ce que vous dites me paraît vraiment tout à fait exact. J'ajouterais peut-être d'un point de vue peut-être plus culturel, je me demande si c'est moins le traité de Versailles, effectivement, qui compte dans le cas du nazisme, comme vecteur, au fond, hein, de l'arrivée au pouvoir du nazisme en 1933, que la défaite elle-même. Alors, bien sûr, le traité de Versailles matérialise la défaite, mais la défaite en tant que traumatisme, en fait, collectif, et cette volonté, effectivement, née à l'extrême droite, l'extrême droite qui était elle-même diverse, le nazisme n'étant qu'une partie des extrêmes droites allemandes, cette volonté, au fond, de reprendre la guerre, de reprendre la guerre en la poussant à un niveau de radicalité, évidemment, que la Première Guerre mondiale n'avait pas connu. Cette idée d'une guerre inachevée et qui s'était terminée de manière incompréhensible pour les Allemands, je me demande s'il n'y a pas là, effectivement, un traumatisme. Il y a un traumatisme collectif, il y a une incompréhension fondamentale qui était un argument très puissant. Ensuite, pour un homme du talent, il faut bien le dire, du talent de Hitler pour se saisir effectivement de la culture de guerre allemande des années 14-18 et la projeter vers autre chose. Il y a eu, durant cette guerre, 2 millions de militaires allemands environ de tués, 1,4 million du côté français. Vous dites que du côté français, 2 tiers des familles françaises après 1918 avaient été concernées par un deuil. Oui, à condition de prendre le deuil de manière relativement large, hein, effectivement. Donc, la France est un pays massivement en deuil, et en dehors des petites puissances comme la Serbie, par exemple, où les pertes ont été encore plus effroyables en proportion de la population, la France est le pays le plus profondément endeuillé donc des grandes puissances au sortir de la guerre. Et on ne comprend rien à la France des années 30, bien sûr, si on oublie ce deuil de masse dont les traces ne sont pas encore complètement effacées, à mon sens, dans d'autres pays aujourd'hui, 110 ans plus tard. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'Allemagne? 2 millions de militaires disparus, 5,5 millions environ pour la Seconde Guerre mondiale. Le vrai deuil massif qui s'est inscrit dans la mémoire collective allemande, c'est lequel finalement? Il y a un deuil, il y a évidemment beaucoup de morts, mais c'est difficile de célébrer des morts quand ce ne sont pas des morts qui sont vainqueurs. Donc il n'y a pas ce rituel et cette célébration des soldats de manière officielle, ce qui rend en fait les choses compliquées pour surmonter le traumatisme. Il n'y a pas cette prise en charge collective. Donc c'est du coup des histoires familiales, évidemment, qui sont brisées, mais il n'y a pas comme en France cette culture du 11 novembre, par exemple. Ce n'est pas du tout un jour férié, naturellement. En Allemagne, ça ne peut pas l'être. Il n'y a pas ces commémorations. Et donc, ça rejette, finalement, cette histoire, soit dans les familles, mais aussi dans ces haines politiques qui sont une manière de continuer, d'une autre manière, la guerre. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellé qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.